J-1, France-Espagne, l'Espagne sur la route des Bleus, ça fait un certain nombre de fois sur les 20 dernières années. Question simple, Arthur, est-ce que pour toi, l'Espagne est la bête noire de l'équipe de France ? Il y a ce que disent les résultats et forcément là on reste sur 2 éliminations de suite en demi-finale de compétition, j'allais dire de grande compétition, mais pas tout à fait les mêmes. L'Euro d'abord, la Ligue des Nations ensuite, mais clairement dans les résultats il y a quand même eu un switch depuis 2006 globalement, depuis que l'équipe de France, vous avez le graphique ici, a éliminé l'Espagne en 8e de finale. Depuis le rapport de force s'est inversé. Mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est ce que racontent les 2 dernières confrontations entre ces 2 équipes. J'aurais eu tendance à te répondre oui, cette Espagne est la bête noire, la nouvelle bête noire de l'équipe de France, au sortir de cette élimination un peu triste à l'Euro en demi-finale, parce que les Bleus étaient un peu impuissants. Alors ils avaient ouvert le score, mais ils s'étaient retrouvés un petit peu impuissants, ils avaient beaucoup subi, et quelque part on a l'impression qu'ils n'avaient pas la clé pour faire déjouer cette équipe-là. Par contre, la défaite en Ligue des Nations 5-4 il y a un an a raconté tout autre chose. Je crois qu'on a à tort trop retenu qui avait 5-1 à la 67e. Mais là, j'ai revu le match il y a quelques jours pour un article, et je crois qu'on n'a pas réalisé à quel point cette équipe de France avait secoué l'Espagne en termes d'occasion de but tout court. Il n'y a personne qui a mis 4 buts à l'Espagne depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu des multitudes d'occasions. C'était le début du gut de 3-1, c'était la première du quatuor Doué, Mbappé, Olysée, Dembélé. Donc c'était une nouvelle réalité de l'équipe de France. Et avec ce changement de braquet, avec une équipe de France beaucoup plus proactive, qui attaque, qui peut faire mal, je crois que on a plus devant nous un nouveau classique du foot européen et même du foot mondial en devenir, plutôt qu'une bête noire pour l'équipe de France. Alors, si c'est pas la bête noire des Bleus, moi je trouve que ça y ressemble, parce que c'est une équipe contre laquelle l'équipe de France a globalement perdu le fil depuis que l'Espagne est devenue ce qu'elle est. C'est-à-dire que la dernière grande victoire des Bleus face à l'Espagne, c'est évidemment, alors je compte pas la finale de la Ligue des Nations, j'en parlerai, c'est évidemment le 8e de finale de 2006 avec le fameux on va mettre Zidane à la retraite, et qui a été la bascule pour l'équipe d'Espagne. Avant ça, l'Espagne c'était un peu la chose de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il y avait eu le quart final de l'Euro 2000 qui avait été serré mais qui avait tourné en faveur de l'équipe de France. Il y avait évidemment la finale de l'Euro 84, mais c'était pas une vraie rivalité en fait. L'Espagne était une équipe moyenne. C'était un peu, j'ai envie de dire, l'équipe d'Angleterre d'avant 2018 qui allait pas tout le temps en demi-finale des compétitions. C'était une équipe assez moyenne qui décevait tout le temps l'équipe d'Espagne. Et il y a eu cette bascule qui a un peu changé le rapport de force. Et je me souviens notamment en 2001 quand on les joue en match amical. Il y avait un titre je crois que c'était Marquet qui avait titré « Les champions de rien contre les champions de tout ». C'est-à-dire c'était dur et les Espagnols avaient gagné parce que là, ils l'avaient vraiment mal pris. Mais en fait, ce que je vois depuis 2008, depuis ce rendez-vous-là, c'est que dans les grandes occasions, c'est toujours l'Espagne qui gagne. Le bilan sur 10 matchs, il est de 2 victoires pour les Bleus. Il n'y a pas d'autre équipe qui réussit aussi mal à l'équipe de France. Et dans ces 2 victoires, il y a évidemment la finale de la Ligue des Nations et un match amical en 2014. Et je trouve que l'Espagne a vraiment accompagné des moments particuliers de l'équipe de France, en bien quelquefois. Je pense au match d'octobre 2012 à Madrid avec ses premiers coups de l'ère des champs quand ils font match nul là-bas, alors que l'Espagne vient d'être double championne d'Europe et championne du monde en titre. Mais sinon, c'est quand même des moments délicats. Le match de 2010, c'est le pré-Nice Nash. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce match où l'équipe de France se fait détruire complètement. Et Anelka a ces mots quelques semaines après où il dit en fait, on a le niveau d'une équipe de CFA. C'est vraiment une équipe qui ne réussit pas à l'équipe de France. Et alors, t'as raison sur le 5-4. Moi, je le vois un peu. Alors, c'est des caractères, mais moi, ce que je vois, c'est que Deschamps prend 5 buts, ça ne lui arrivait jamais. Ouais. Et que tu peux te dire aussi que peut-être qu'à 5-1, c'est plus exactement le même match. Mais en tout cas, t'as raison, c'est vrai et c'est intéressant parce que c'est les prémices c'est ça. De cette attaque-là. C'est les bases de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui. Mais j'ai du mal à voir autre chose qu'une bête noire. Historiquement, la bête noire de l'équipe de France, c'était l'équipe d'Allemagne. C'était comme ça, les 2 demi-finales de 82, 86, une équipe qui ne réussissait pas au bleu. Et là, c'est devenu l'Espagne. Ce qui ne veut pas dire que l'équipe de France va perdre. Et c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur, mais c'est vrai que là, la définition, est-ce la bête noire des Bleus? Ça y ressemble. Et j'ajoute un match auquel on ne pense pas du tout, mais qui concerne 6 des joueurs qui sont dans cette équipe, c'est la finale des JO 2024. Parce que si l'équipe de France n'est pas championne olympique, c'est à cause de l'Espagne qui était venue gagner au Parc des Princes. Ouais, en tout cas, je pense qu'au-delà de bête noire ou pas, s'il y a bien une seule équipe, et on l'a bien compris dans les déclarations des uns et des autres, qui n'a pas peur de l'équipe de France, c'est l'Espagne. Et je trouve que
c'est aussi un petit peu un duel d'ego entre ces deux équipes. On a l'impression que l'Espagne refuse, alors que ce soit la France ou quelqu'un d'autre, mais d'admettre qu'il y a une équipe plus forte qu'elle. Et je trouve qu'on est en train de rentrer un petit peu comme ça dans une bataille d'ego, aussi à travers les individualités très fortes des deux côtés. Là, on vous affiche une déclaration de Lamine Yamal. Nous avons battu la France lors de nos 2 dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, Lamine Yamal, parce que factuellement, je pense que s'il y a une équipe qui faisait peur à l'équipe de France avant le début de la compétition, et d'ailleurs Deschamps l'avait dit, pour moi, c'est l'Espagne la grande favorite devant même l'équipe de France. Donc je crois que ça, c'est une réalité. Mais je crois que la réalité du terrain, elle va être très intéressante. Ça va être, je ne vais pas déborder sur le prochain sujet, mais un match relativement ouvert. Et sur ce 5-4, je me rappelle aussi de la défense de l'équipe de France, qui était quand même très, très expérimentale. Et c'est pas à oublier, je rappelle qu'il y avait quand même Kalulu, Konaté, un Langlais catastrophique, et c'était Théo Hernandez à gauche. Et que les Bleus, bien avant de prendre les buts, avaient vraiment secouer l'Espagne pendant une demi-heure, ils leur laissent pas le ballon, ils récupèrent tout, ils se créent des occasions. C'est les premiers vraiment à rentrer dans leur match. Donc vraiment, ça, pour le coup, je l'ai revu très récemment, donc ça, c'est très frais dans ma tête. Ça me rend très optimiste pour le match de demain. Ça, pour le coup, en revanche, tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on oublie que la défense était complètement expérimentale. Mais c'est vrai que voilà, dans les grands rendez-vous post-2006, c'est l'Espagne qui s'en sort toujours. Le match de l'Euro 2012 de quart de finale, où là, l'équipe d'Espagne est à son sommet. Souvenez-vous du coup tactique de Laurent Blanc, Réveillère en arrière droit, il met Debuchy juste devant lui. Moi, je me souviens, on apprend ça à 3h du match, c'était à Donetsk. On se dit, ah non, c'est bizarre. Il voulait bloquer le côté gauche, résultat, le premier but, il arrive côté gauche au bout de 18 minutes. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ce qui est marrant, c'est la décla qu'on a vue de Yamal. Bon, c'est un peu le niveau zéro de la décla, ils ont peur, on n'a pas peur, nanana, bon voilà. Mais c'est vrai que c'est une rivalité feutrée, mais quand même qui est marquée par des moments, des déclats un peu incendiaires. On va pas revenir sur Mariano Rajoy qui a dit, on va le dire, une saloperie sur les Bleus. Mais c'était pas la première. Souviens-toi de Aragonès et Reyes avec Thierry Henry en 2004. Je vais pas répéter ce qu'il dit, mais en gros, il s'attaquait à la couleur de Thierry Henry. Il y a toujours le 2006. On va envoyer Zidane à la retraite. C'est toujours des petites piques. Et ce qui est drôle. Et il y a eu Rabiot, évidemment, en 2024, même si là, c'est très feutré, où il dit, en gros, s'il veut aller en finale, il va falloir en montrer un peu plus. Alors, ce qui est drôle, historiquement, alors, c'est pas une statistique, mais celui qui balance la première ogive est celui qui perd. Donc, voilà, on peut les laisser. C'est un peu plus les Espagnols qui ont parlé. Donc, si on peut dire ça. Mais après, tu me fais le lien avec ce que je pense de ce match-là. Autant, en début de compétition, je voyais les Espagnols au-dessus. Autant, après le Espagne-Autriche, je me disais, ça y est, ils sont en train de trouver leur rythme de croisière. Les Autrichiens, ils sont étouffés. Et j'avais comparé ça. Alors, je me suis trompé de serpent. J'avais dit un boa, je crois, mais je crois que c'est pas un boa, c'est un cobra qui vous en sert. Je sais plus lequel c'est, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire quelqu'un qui vous étouffe. Cette Espagne qui vous tourne autour. D'ailleurs, on en parlera dans le deuxième sujet. Et bien finalement, je suis quand même assez optimiste pour les Bleus parce que je pense qu'encore une fois, elle a une force qui fait que elle peut imposer son jeu. C'est un peu, on en reparlera, c'est deux styles qui sont complètement différents. J'ai bon espoir pour les Bleus quand même. En fait, moi, si je repense à tous les derniers affrontements qu'on a vus, les plus récents en tout cas, je trouve que c'est celui dans lequel les deux équipes vont vraiment se battre le plus à armes égales. Là, c'est vraiment, il y a quand même 2 grosses forces de frappe offensive, même limite à l'avantage des Bleus. Il y a 2 défenses solides. L'Espagne a pris très peu de buts jusqu'ici, les Bleus aussi. Je voyais déjà dans les commentaires qu'on se projetait sur la bataille du milieu. Effectivement, là, ça va être un vrai enjeu, mais là, c'est quand même difficile de dégager un favori de cette rencontre. Et encore une fois, je pense que ça va être un match très, très ouvert où les deux équipes vont attaquer. Donc, très, très hâte de voir ça. Et puisqu'on parle de bête noire et qu'on parle de Lamine Yamal, l'un va avec l'autre. Je pense que, limite, Lamine Yamal a le potentiel d'être une bête noire de l'équipe de France, encore plus que l'Espagne. Il a mis quasiment la moitié de ses buts en sélection contre l'équipe de France. Alors, il a marqué que 7 fois en sélection, mais il en a mis 3 contre les Bleus. Donc, c'est à noter aussi. On vous a mis un petit sondage. On vous a demandé si vous pensiez que l'Espagne, était la bête noire des Bleus. Vous répondez non à 71%. Vous êtes bien sympa parce que quand même, ça y ressemble quand même. Même s'il n'y a pas de traumatisme, c'est pas l'Allemagne, la RFA, des demi-finales de Coupe du Monde. Il n'y a pas ce côté. Au moins, voilà, la différence avec les anciennes bêtes noires, parce qu'il n'y a plus de bêtes noires pour l'équipe de France, c'est terminé, à part l'Espagne, on va dire. Mais il n'y a pas cet aspect traumatique qu'il pourrait y avoir, qu'on pourrait avoir face à l'Argentine si l'équipe de France venait à jouer une deuxième finale et à la perdre. Mais c'est vrai que l'Espagne, sur le ratio, 10 matchs, 2 victoires, c'est pas dans le calibrage de l'équipe de France et c'est pas surtout dans le calibre de Didier Deschamps, alors qui est pas sur ces 10 matchs-là, mais qui en a plus perdu qu'il n'en a gagné.
face à l'Espagne. Je vois que Julien Pereira dans le chat est attentif à tes doutes sur nos amis les reptiles, puisqu'il précise que c'est le boa. Voilà. Bon, j'ai dû dire le cobra, donc je ne sais plus par quoi j'ai commencé, mais voilà. Bravo Jap, qui a une autre corde à son arc, une passion pour les reptiles. Bravo à lui. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il viendra dans l'émission, on fera peut-être une séquence reptile avec lui. Ouais. Quel est ce serpent ? Quel est ce serpent ? Raconte-nous tout. Et qu'est-ce qu'il mange ? Son histoire. Sa taille, son poids, tout ça, sa vie, son habitat, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce match-là, sans transition, entre la France et l'Espagne, c'est qu'au XXIe siècle, c'est les deux puissances les plus régulières. Et surtout, les deux puissances qui ont su continuer à être à très haut niveau quand elles ont gagné. Parce qu'il y en a une autre qui s'appelle l'Allemagne, qui, sur le XXIe siècle, fait finale 2002, demi 2006, demi 2010, victoire 2014, mais qui, à partir de là, a plongé. C'est-à-dire, il y a la demi-finale de l'Euro face aux Bleus, derrière, ça a plongé. La France, par rapport à l'Espagne, ont eu une quête de reconquête, notamment pour l'équipe de France, une quête de conquête simplement pour l'Espagne. Et l'Espagne, enfin, encore une fois, ça fait un peu longtemps, mais c'est quand même une équipe qui a enchaîné 3 compétitions majeures gagnées d'affilée. À un moment, c'était complètement délirant. Et l'équipe de France, aujourd'hui, a ce point commun-là avec l'Espagne, de pouvoir se hisser constamment au plus haut niveau. Ouais, à la fois, je trouve que c'est un peu sur... S'il y a bien un endroit où l'Espagne peut faire, mais ils ne le font pas, mais pourrait faire un petit complexe d'infériorité, c'est en Coupe du Monde. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est que leur deuxième demi-finale de Coupe du Monde, à cette Roja, après la victoire en 2010. Les Bleus, c'est la 3e de suite, donc il y a quand même un petit gap à ce niveau-là. Non, et faut le redire, ça a été, ils ont gagné l'Euro, je crois, en 64, et puis après, ça a été un peu un creux, l'Espagne. Ils reçoivent la Coupe du Monde 82, ils font rien. Ça a été une équipe qui, très longtemps, a déçu et qui a explosé à partir de 2008 jusqu'à devenir, sur les 25 dernières années, les 20 dernières années, c'est quand même une équipe extraordinaire, qui a eu son creux aussi, mais qui a su se relever. Et en parlant de relever, il y en a un autre qui vient de se relever, c'est Martin Mossier, il est dans son bus. Tranquille. Apparemment, il est arrivé à Arlington. J'espère que le spot est beau. Ah, c'est mieux que le parking d'hier. Ouais, c'est pas mal. Je mets un petit 14 sur 20, Martin, pour ton spot. Ouais, c'est pas tout à fait optimum, mais bon, j'ai fait le premier spot où je suis arrivé parce qu'on était effectivement à l'entraînement des Bleus. C'est loin d'ici, c'est à plus d'une demi-heure dans une université américaine. Et donc voilà, on vient d'arriver à l'AT&T Stadium. Vous le voyez, c'est rien de ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est-à-dire que là, on est sur le stade moderne, on est loin des stades de New York, de Boston ou de Philadelphie qui sont un peu, j'allais dire dans leur jus, c'est un peu dur parce que ça reste des stades américains. Mais là, on est sur les stades quasiment dernière génération avec des écrans de ma boule et surtout, et heureusement, parce que messieurs, il fait 854 degrés, surtout, il y a de la clim. Ah oui. Mais ce qui est fou, c'est que ce stade, comme tu dis, c'est même pas la dernière génération, c'est l'avant-dernière, c'est 2009. Il y a des stades encore plus modernes. C'est pour dire là, le coup d'avance qu'ils ont. Les Américains, ils s'en foutent. Ils détruisent, ils reconstruisent tous les jours. Ouais, alors après, Maxime, je t'arrête parce qu'en France, on a quand même le stade Raymond Kopa et la Baie des Champs. Donc, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Ouais. Je m'excuse platement devant notre public. Mon Martin, trêve de plaisanterie. On va te poser la question à laquelle on a déjà répondu. Est-ce que pour toi, l'Espagne est la bête noire des Bleus ? En tout cas, c'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes à Didier Deschamps depuis 14 ans, depuis qu'il a pris en main l'équipe de France. Il n'a pas toujours trouvé des solutions. Et alors, j'ai pas écouté le début de l'émission, donc peut-être que je vais répéter un peu ce que vous avez dit, mais le match d'il y a 2 ans, de ce point de vue-là, il était quand même assez terrible parce qu'il y avait vraiment une équipe qui dominait l'autre, vraiment. Et pourtant, il faut se souvenir que le match fondateur de Didier Deschamps en équipe de France, c'est un match à Madrid, le 1-1 avec l'égalisation de Giroud au qualif de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, c'est une histoire particulière. Les derniers matchs ont été, ils ont montré, en tout cas la demi-finale de l'Euro a montré un vrai gap entre ces deux équipes, mais je pense que c'est un gap qui s'est aujourd'hui largement rétréci. Et s'il fallait donner un favori demain, j'aurais bien du mal. Donc ça veut dire que à la fois l'équipe de France a vraiment progressé sur les 10 dernières années pour rattraper ceux qui pouvaient être considérés comme sa bête noire, et qu'à la fois je pense aussi que l'Espagne a un tout petit peu baissé par rapport à l'Euro 2012, notamment dans le niveau individuel de chaque joueur. Donc, ça nous donne un match qui va être assez sensationnel ici à Boston. À Dallas. Tout était parfait. Puis je ride sur le dernier. Punaise, c'est pas possible. On voulait découper cette brillante partie de l'émission et on va pouvoir, parce que tu as fait une connerie à la fin, c'est terrible. À moins qu'on demande. Ouais, je fais quand même remonter globalement le niveau de l'émission, si j'ai bien compris quand même. Écoute, oui et non. Pas. Alors, les gens ont voté. Les gens ont pris leur masque à oxygène à la maison, parce que là, on a atteint des cimes qui sont peut-être un peu trop hautes. On est parti du niveau de la mer, là, on est au niveau de l'Everest. Là.
Jordan qui nous dit j'avais regardé les lives de Martin et Maxime en Russie. Dommage que Maxime ne soit pas sur place cette année. Non, il a fallu laisser Martin aller tout seul parce que je suis interdit de territoire aux États-Unis, il faut savoir. Ouais, la breaking news. 12 Non, fois explique-nous sur ce les que t'as 3 fait. dernières années. Ouais. Non, non, il faisait beaucoup trop chaud et ma peau aurait pas comment dire, supporté Ah, ces c'est clair. températures. Ah, ça c'est clair. Je vois une question de Maxime Thuillez. Quelles sont les équipes qui ont posé le plus de soucis à cette Espagne? C'est intéressant comme question. Ça, c'est une bonne J'aurais question. pas une réponse précise. Par contre, ce que je sais, et je vais pas répéter 10 fois, mais c'est ce qu'on a vu en Ligue des Nations il y a un an. C'est typiquement ce qui peut gêner l'Espagne, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas attentiste, une équipe qui ne laisse pas le ballon, qui ne laisse pas l'Espagne mettre la main comme ça, imprimer son rythme, vous fatiguer en faisant tourner dans tous les sens et finalement en trouvant la faille. Et dans l'approche de ce match, voilà, je pense que, comme disait Martin, ça va être un peu un feu d'artifice ce match, et comme l'ont dit certains Espagnols avant le match aussi. Et ça me fait un peu penser, alors ça sera pas du tout les mêmes styles, et je dis pas qu'il y aura 5-4, mais à l'approche de PSG Bayern, où vous sentiez qu'il y avait deux équipes qui avaient pas du tout envie de laisser de terrain à l'autre et qui voudraient imposer leurs pattes dans ce match-là. C'est vrai que c'est quand même Moi, je un pense match que qui l'équipe- sent le but. Ouais. L'équipe qui peut poser le problème à l'Espagne, c'est l'équipe qui a Adrien Rabiot, je pense. Parce que, bon, moi, je suis amoureux de ce joueur et depuis le début de la compète, on le voit. Mais je pense que si tu leur rentres dans le buffet, comme Rabiot l'a fait face aux Sénégalais et dernièrement face aux Marocains, je pense que c'est ton meilleur argument face à l'Espagne. Il faut aller leur croquer les mollets, il faut aller leur mettre la tête dans le sol. Et je pense que Rabiot, dans ce rôle-là, il est parfait. Et que demain, je sens un 8 ou un 9 sur 10 demain pour Adrien Rabiot. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Ah, parce que faut savoir que Martin fait ses notes la veille des matchs. Comme ça, il regarde Tout est les, Ah bah oui, toujours. il regarde. D'ailleurs, on aurait pu publier les notes de demain. On aurait dû faire ça. Comme Et ça, les il est débriefer peinard, à l'avance. il faut savoir qu'il se met dans le stade, il allonge les jambes, il prend sa petite pizza burger. Pour ceux qui ont suivi hier, il aura sa pizza burger et il regarde le match. Et puis après, il vient même plus dans l'émission après. Donc les jours de match, il est peinard, Martin. Tranquille. Ah En bah effet, oui, il faudra. tranquille. Wandy qu'il faudra priver l'Espagne du ballon. Oui, alors ça, Alors, je suis pas sûr j'en qu'on suis pas on sûr y non parvienne. Et je suis pas sûr que ce soit le plan, en fait, tout simplement. Parce que justement, ce qui va être intéressant, c'est une équipe de France qui va devoir être un peu polymorphe, c'est-à-dire capable dans les transitions d'aller très fort, mais d'aller récupérer le ballon relativement tôt. Et les fois, elle n'y arrivera pas. C'est justement d'être capable de défendre et de se mettre, on va dire, un peu sur le reculoir pour laisser avancer. Donc ça va être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va avoir une vraie opposition de style. Ouais. Et encore plus que ce que j'imaginais, il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est vrai que moi je le redis, hein, j'ai eu tort et j'ai pas de problème avec ça. Je pensais qu'à un moment, on reviendrait en 4-3-3. Là, on sait qu'ils ne reviendront jamais en 4-3-3, hormis vraiment un fait de jeu qui change tout. Mais justement, ce qui va être intéressant, c'est que c'est presque un match jusque boutiste. C'est-à-dire que vous avez un style de jeu que vous allez assumer jusqu'au bout, et l'Espagne, qui ne sait pas faire autre chose, va aussi assumer ça jusqu'au bout. Et là, on a une vraie opposition de style, un vrai match-up. Maintenant, reste à savoir s'il n'y a pas un match-up qui est complètement défavorable à l'une des deux équipes.